J'ai dit bonsoir Stéphane. J'ai entendu. Aurais-tu préféré que Marie-Louise Arsenault poursuive votre conversation aujourd'hui? Écoute, c'était évidemment mon premier choix, elle n'était pas disponible. Elle n'était pas encore remise. As-tu eu l'impression de l'avoir mise KO? Est-ce que c'est ce que tu me dis? Moi, je pense que c'est surtout une question de moyens. Il est beaucoup plus cher que moi. En effet, je lui ai offert le double de toi, je veux dire, c'est rien. J'ai ça à leur refuser. Ça me fait plaisir d'être ton deuxième choix gratuit. Si tu le veux, d'abord, on s'entend qu'on se connaît vraiment dans la vie privée, donc il n'y a pas ici de quiproquo si je le tutoie, c'est parce qu'on se connaît. En général, entre nous, on se tutoie aussi. Tu peux le confirmer. Si vous voulez. C'est ce que je me disais. Vous savez qu'on parlera de ces quelques chroniques qui ont été réunies dans son best-of ici. C'est quelques minutes pour que vous puissiez ensuite avoir le temps, si vous avez envie, de lui serrer la main, de lui poser d'autres questions. En fait, nous sommes le hors-d'œuvre, tout simplement. Théoriquement, je devais être ici et je l'ai réalisé alors que j'étais dans le taxi entre l'aéroport et la maison à 3 heures, quand Jean-François m'a confirmé « Tu vas être avec nous », alors que je pensais qu'il avait renoncé à ma présence parce que je lui avais dit si on faisait ça demain jeudi, je serais certain d'être là. Alors, mon avion était à l'heure et ça a fait que Jean-François dans le taxi a pu me rappeler que j'étais avec vous aussi. Donc, je vais faire ce que tout bon journaliste fait quand il fait de la chronique littéraire. Je vais m'attarder au 4e de couverture. Tout est là. Oh. Il y a des journalistes qui sont tellement paresseux qu'ils ne lisent même pas la 4e de couverture. Ben moi, je ne fais pas partie de cette génération de journalistes paresseux. Je lis toujours le 4e de couverture et je sais faire quelque chose avec ça. Mais donc, c'est des meilleures chroniques. As-tu déjà pensé à publier des moins mauvaises? Oui, l'an prochain, avec somme toute le devoir, ça va être par la bouche de ma poubelle. Tes détracteurs diraient que tu n'as pas besoin d'être dans tes moins bons moments pour répondre par la bouche de ta poubelle. Il faut la déplier, c'est long, il faut la déplier. Là, oui. Je commence à la comprendre, là, ouais. Ça aurait pu être méchant, mais ça ne l'est pas du tout. Je constate, parce qu'on se connaît, Jean-François, depuis très très longtemps, il se trouve que quand il était à Washington correspondant pour la presse, il occupait le poste depuis quelques années, j'ai pris le relais derrière lui en 1990. Jean-François a été pour moi, disons-le, un mentor. Ça a été aussi mon patron à l'actualité. Dans sa première incarnation, journaliste, Jean-François Réveil l'a souvent dit d'être comme Tintin. J'étais un peu comme ça, on se battait pour le titre, d'être un peu partout pour couvrir l'actualité le plus objectivement possible. Il se trouve qu'un jour, il a pris un virage plus éditorial. Ça a commencé dans les pages de l'actualité. Tu as assumé parfaitement le virage éditorial en devenant chef du PQ. J'imagine qu'à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais. Mais je trouve que depuis que tu es au devoir, puis peut-être que vous avez réfléchi à ça aussi, depuis que tu es au devoir, c'est encore plus résolument à la première personne. Ce sont des chroniques qui te collent à la peau, il n'y a aucune distance, pour le meilleur quant à moi. Est-ce que tu as réalisé qu'il s'est passé quelque chose dans les quelques dernières années qui fait que tu as choisi de ne jamais, je ne vais pas dire te cacher, te masquer derrière l'objectivité, mais que tu as voulu parler résolument en première personne? Ben, je trouvais que là, j'avais plus le choix. Alors, effectivement, lorsque j'avais été conseiller de M. Bouchard, M. Parizeau, ensuite, je suis revenu, j'étais au Cérium, dont mon collègue qui avait été directeur scientifique, Karim Beniaknet, est ici avec nous, je le remercie. Et là, j'avais fait un peu de chronique pour l'actualité, et Carole Beaulieu, qui était rédactrice en chef, m'avait dit « Écoute, on va te mettre chroniqueur, mais on aimerait ça que ton biais politique paraisse pas trop. » Alors, est-ce que tu pourrais plus écrire sur des sujets sociaux, éviter la politique? Bon. Alors, je l'avais fait, mais de retour de député, ministre, chef du Parti québécois, il me semblait que les lecteurs se rendraient compte de quelque chose si je ne disais pas clairement que j'étais indépendantiste social-démocrate et ancien chef du PQ. D'ailleurs, c'est écrit à la fin de chaque article, au cas où des gens, avec le temps qui passe, ne s'en souviennent pas. Et donc, effectivement, c'est à la fois donc, de la chronique, c'est-à-dire que moi, mon patron, ce sont les faits. Les convictions et les faits. Et si les faits contredisent mes convictions, ce sont les faits qui gagnent. Puis il m'est arrivé de me tromper, puis on m'a dit, ben regarde, les faits ne sont pas exactement ce que tu pensais. Et en fait, dans la recherche journalistique, on commence toujours avec une hypothèse. Mais si la réalité est d'une telle richesse
que notre hypothèse est infirmée par la réalité, c'est qu'on trouve une réalité plus intéressante que l'hypothèse, qui est plus ou moins du sens commun ou un préjugé, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que la réalité m'apprenne ce que je ne connaissais pas et que je la rende. Bon. Alors, donc, il n'y a pas de distance entre moi et la chronique, c'est-à-dire c'est l'ancien chef du PQ, social-démocrate, un peu espiègle, qui écrit, mais il a quand même un patron qui sont les faits, une volonté qui sont ses convictions, un corridor intellectuel qui est celui d'être progressiste, non woke. Alors, j'occupe ce corridor. J'espère que beaucoup de gens viennent dans le corridor avec moi, hein, parce que je pense que c'est le bon. Il y a d'autres qui pensent que leur corridor est meilleur. Et je terminerai en disant qu'il m'arrive de raconter des anecdotes dans mes livres. Je ne sais pas si Louise Maudrioux est ici. Oui, elle est là. Allô, salut! Alors, c'est ma rédactrice en chef adjointe, c'est elle qui reçoit mes chroniques. Et imaginez. Alors, d'ailleurs, au sein du devoir, il y a quelque chose qui s'appelle une question alisée. Alors, parce que je viens de franchir une frontière ou briser un tabou, etc., est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut le laisser? Mais il y a un moment où je lui dis, Louise Maud, là, c'est parce que ça fait 2 chroniques qui commencent par une anecdote personnelle. Ça que je pense qu'on va sauter celle-là pour avoir une autre qui n'est pas une anecdote. Puis là, elle dit, mais on adore des anecdotes. Hein? On dit ça? Alors, ce qui fait que je dis, bon, il va en avoir plus. Plus d'anecdotes. Plus d'anecdotes. Mais bravo pour les anecdotes, je suis avec vous là-dessus. Mais si le devoir à l'occasion se pose la question, s'il y a là un précédent qui est créé par la chronique, si tu dis des choses qui font qu'on se pose la question Alizée, est-ce à dire que l'espace, et pas seulement le devoir, parce qu'on ne pourrait pas faire le procès du devoir ici, que l'espace éditorial est plus contraint qu'il l'a déjà été et que ça prend peu de choses pour qu'on se pose la question Alizée? Je ne dirais pas qu'il est contraint parce que les questions Alizée, la réponse est le plus souvent oui. Oui, le plus souvent. Le plus souvent. Puis parfois, ce serait le fun que tu enlèves cet adjectif-là parce que tu n'en as pas besoin pour faire ta démonstration. Et parfois, ça c'est Jean Paré qui m'avait appris ça, et je le salue, parfois, moins c'est plus. Et dans le premier jet, des fois on met plus. Quand on se relit, qu'on se fait relire par Louise Maud et d'autres, ils disent, tu sais, moins c'est plus. Ça fait qu'on va enlever une couple d'adjectifs, puis ça va être encore plus efficace. Est-ce que tu acceptes docilement ou il faut vraiment bec et ongle se battre pour retirer un adverbe ou un adjectif? Non, alors je suis très docile, hein, Louise Maud? Retard. Retard est le mot qu'elle emploie. Oui. Alors, en fait, moi, je pense qu'on est des artisans. Lorsqu'on entre en journalisme et qu'on écrit ses premiers textes, on se dit, mais c'est sacré. Tout est sacré et on ne coupe pas, on ne change pas. Puis petit à petit, on se rend compte qu'on est comme des tailleurs. On a une matière, puis parfois, la manche est trop longue, puis il faut la réduire un petit peu, puis il y a le texte, puis il y a le texte plus bref, puis il y a la note de bas de page, puis il y a le bas de vignette, puis finalement, ce qu'on n'écrit pas dans cette chronique-ci parce qu'on n'a pas la place, on la réintroduira dans une autre chronique ou dans un recueil, hein? Alors rien ne sera perdu. Quand on a assez écrit, on ne fait pas une crise parce qu'on perd 2 paragraphes. Mais il est arrivé, par exemple, que je fasse une chronique très au 2e degré, c'est-à-dire en utilisant l'absurde sur un sujet limite, c'est-à-dire les Autochtones, que personne ne doit jamais critiquer. Okay? Et moi, je me dis, ce que tu penses. Je les aime tellement que je les considère comme des égaux, et mes égaux sont imparfaits. Ça fait qu'une fois de temps en temps, je vais les critiquer. Et ça, c'est une posture qui m'a valu le titre de pire personne de la journée à l'émission La journée est encore jeune, parce que ce matin-là, au Mordu, ou la veille, j'avais dit, d'une déclaration autochtone, je dis, vous savez, c'est pas parce que c'est un autochtone qu'il a toujours 100% raison. C'est comme les syndicats, les partis politiques, le patronat, ils n'ont pas toujours 100% raison. Et là, c'était la pire personne de la journée pour avoir dit ce qui me semblait d'une évidence absolue. Bon. Clairement, madame n'a pas voté ce jour-là. Alors, le jury est très restreint pour ce titre. Et donc, je commençais sur une question autochtone par l'absurde de façon assez épaisse. Et il est là-dedans d'ailleurs.
Et là, Louise Maud et Zapata m'ont dit, est-ce que le premier paragraphe est-il vraiment nécessaire? On comprend quand même. Et j'ai dit, oui, il est nécessaire. Alors, on va le laisser. Puis on l'a laissé. Mais le choix du mot tout à l'heure n'était certainement pas anecdotique. Tu as dit, je réserve le droit d'être espiègle à l'occasion. Oui. Mais c'est vrai dans le travail du journaliste ou du commentateur, parce que ça peut fouetter aussi le lecteur que d'être espiègle. C'est aussi une autre façon d'attirer l'attention. Est-ce que tu cultives cette espièglerie? Je dirais que depuis toujours, tu l'as été dans ta vie privée. Mais comme journaliste, est-ce que c'est quelque chose que tu cultives? Ça me vient naturellement. Ça me vient vraiment naturellement. C'est ma plume m'entraîne vers l'espièglerie. Bon, évidemment, sur des textes qui ont suscité beaucoup de controverses, mais évidemment, quand j'aborde les questions de laïcité ou de religion, et on dit, tu fais exprès? Ben oui, je fais exprès parce que je trouve ça important. Et j'ai d'ailleurs ici un texte inédit qui s'appelle L'affaire Jésus. Ah, inédit. Bon. Alors, les deux textes qui ont suscité le plus de réactions, c'est Les crimes de Benoît XVI et Bonne semaine pour l'islam. Alors, c'est intéressant parce que, alors je couvre large, hein, je suis écuménique dans ma critique des religions. Voilà. Et, alors, il y en a un que c'est par colère. Quand Benoît XVI est mort, puis que tout le monde s'est mis à en dire du bien, y compris dans les pages du Devoir, j'ai dit, il y a quand même une crise de limite pour utiliser un mot religieux. Ça, c'est le gars qui a dit aux Africains en pleine crise du sida de ne pas utiliser le condom. Et il est personnellement responsable d'un grand nombre de décès, entre autres choses. Alors, je me suis dit, par colère, volonté de remettre cette pendule à mon heure, les crimes de Benoît XVI, et le titre était volontairement choquant. C'était les crimes de Benoît XVI. Il n'y a eu aucune difficulté au Devoir quand c'est arrivé parce qu'il trouvait que mon collègue Christian Rioux l'avait tellement encensé la semaine d'avant que ça faisait vraiment... Bonne mesure. Oui. Et l'autre, c'est La semaine pour l'islam, la bonne semaine pour l'islam, c'est un titre, ça c'est espiègle. Parce que je savais que dans le contexte politique de l'époque, il y a 2 ou 3 ans, juste mettre le mot islam en titre, ça choquerait des gens. Comme si le mot n'était pas dans le dictionnaire, comme si on ne pouvait pas l'utiliser, comme si on ne pouvait pas dire que c'était une bonne semaine pour l'islam, ou une bonne semaine pour la chrétienté, ou pour les bouddhistes. Et effectivement, il y a 2 lectrices musulmanes qui nous ont amenés au conseil de presse. Puis le conseil de presse a dit, ben, écoutez, il fait la démonstration qu'il y a une bonne semaine pour l'islam. Le mot islam n'est pas une insulte, c'est un mot neutre. Si vous vous sentez agressé, c'est votre problème. OK? Mais je savais que je provoquais. Et ça c'était pas espiègle. Donc, clairement, tu savais et tu souhaitais peut-être que quelqu'un s'indigne de ce que tu aies mis le mot dans ton titre. Et mieux encore, qu'on t'amène au conseil de presse pour avoir fait le crime qu'il ne fallait pas commettre, ou commis le crime qu'il ne fallait pas commettre. Oui, mais c'est une espièglerie constructive. Tiens, j'invente ce concept, l'espièglerie constructive, pour déplacer la limite de l'acceptable là où elle doit être. Voilà. Repousser les frontières est souvent une bonne idée. Justement, à cet égard, parce que je reviens au 4e de couverture, j'avais dit que je l'utiliserais. On parle de l'étrange mariage, dans ton cas, du marteau-piqueur et du scalpel. C'est un dosage, donc être capable d'attirer l'attention, de provoquer, et quand faut-il au contraire utiliser le scalpel? Ben, souvent, c'est dans le même texte. Souvent, c'est dans le même texte parce que le marteau-piqueur, bon, par exemple, les crimes de Benoît XVI, c'est le marteau-piqueur. Mais le texte est écrit avec un scalpel, parce que là, il faut que je sois certain de chacun des faits que j'amène, qu'il n'y ait pas d'exagération, et je ne veux pas avoir à corriger, parce qu'au devoir, on corrige les erreurs. Hein? On corrige les erreurs, rectification, on s'excuse à chaque fois. Et j'aime mieux que ça soit le moins souvent possible. Et donc, et je fais relire. Je fais relire mes textes par des gens qui connaissent. Moi, je suis un généraliste. Alors, il y a des gens qui sont des spécialistes. Alors, à chaque fois que je m'avance dans un secteur pointu, je fais relire. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que, bon... Et j'accepte avec enthousiasme les corrections qu'on m'amène. Parfois, on dit, tu n'en as pas mis assez. Tu as mal compris le chiffre, c'est le double. Okay? Alors, donc, c'est ça. Je peux avoir une conclusion ou une opinion qui est au marteau-piqueur, mais les faits, la logique interne, la démonstration doit être faite au scalpel.
En terminant, je n'ai pas envie de refaire l'entrevue que tu as faite avec Marie-Louise cette semaine, mais tu me disais, je suis un progressiste anti-woke. Non woke. Non woke. Ben, tu vois, là-dessus, c'est intéressant. On pourrait penser que tu es anti-woke. Je ne sais pas non plus. Mais pour plusieurs, et pour les plus jeunes lecteurs auxquels tu t'adresses, les deux sont intimement liés. Être progressiste, alors ils diront peut-être pas que c'est d'être woke, mais c'est d'adhérer à ce qui, dans le catalogue du wokisme, sont les éléments les plus importants. Comment réussir à faire la démonstration, parce que je sais qu'en ton cœur, l'idée d'être progressiste est importante, comment réussir à faire cette démonstration alors que pour plusieurs qui diront, ton opposition au wokisme, ou le fait que tu sois juste non woke, incarne plutôt quelque chose de très conservateur. Ben, c'est un travail d'éducation. Comme diraient les woke, il faut élever les consciences, faire le niveau d'éducation monte, et que ces nuances-là passent. Okay? Parce que moi, je suis d'une indulgence absolue envers les nouvelles générations. Hein, comme dit le dicton, il n'y a rien à faire avec les jeunes, ça fait plusieurs générations qu'on le dit. Alors donc, tout le monde, à chaque génération, pense avoir inventé le bouton à 4 trous. Comme disait Sam Hamad, la roue à 3 boutons. J'adore. Je veux que Sam se présente pour Poilievre, pour l'avoir au Parlement. Je veux dire, c'est un trésor national. Un homme charmant. Alors, je disais quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Les jeunes ouais, se ressemblent toutes en ce qu'elles sont convaincues d'avoir la science infuse. C'est ça. Alors, c'est bien de leur dire, écoutez, vous êtes la meilleure génération que l'histoire a jamais portée, mais avant vous, toutes les causes dont vous parlez, on s'est battu pour, sauf les trans. On vous laisse les trans, c'est nouveau. Okay? Nous, on s'était arrêté aux gays et aux lesbiennes. L'androgynie, on avait connu ça. On avait même des chanteurs masculins qui se déguisaient en femmes, puis des femmes qui se déguisaient en hommes. Ça, on avait tous connu ça. La non-binarité, c'est pas quelque chose des années 2020, là, des nouvelles années 20. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est pas la cause. Le problème, c'est la méthode. Okay? Alors, d'abord, vous n'avez pas inventé ça. Et les boomers, on s'est battus, on a manifesté, on a fait des avancées. On est d'accord qu'il faut maintenant de nouvelles avancées. Les Autochtones n'en ont pas fait suffisamment. Les trans, on n'a presque rien fait. Et donc, il faut le faire. Maintenant, il y a le jusqu'au boutisme. On l'avait essayé aussi. Ceux d'entre nous qui étions marxistes, puis communistes, puis trotskistes, on avait essayé le jusqu'au boutisme. Puis on vous le dit, c'est contre-productif. Okay? C'est contre-productif. Il faut savoir raison garder, puis il faut créer des coalitions pour faire avancer nos causes. Puis des fois, tu veux avoir le pain au complet. Tu ne vas jamais avoir le pain au complet. Pas tout de suite, peut-être dans 3 batailles. Mais la première fois, tu acceptes d'avoir la moitié du pain, puis d'aller chercher un tiers de plus après, puis un tiers de plus. Le compromis et la coalition sont importants. Alors, pour moi, ce qui est le pire dans les woke, c'est la méthode contre-productive qui fait en sorte, bon, par exemple, aujourd'hui, un peu partout au Canada, parce qu'il y a, à mon avis, et d'après ce que j'ai lu, la théorie du genre qui est enseignée aux enfants, sans avoir de débat public sur l'acceptabilité par les parents de ce qui est enseigné aux enfants, il y a un ressac. Et dans le ressac, il y a des gens qui disent « on n'en veut pas de cours de sexualité à l'école. Puis on ne veut même pas que vous parliez des gays puis des trans à l'école. C'est pas ça. Non, non, on veut parler des gays puis des trans à l'école, bien sûr. Mais on ne veut pas dire que l'expérience queer est meilleure que l'expérience hétérosexuelle. On veut dire qu'elles sont également valorisables. Alors là, on a un problème que les woke ont réussi à faire entrer dans des écoles une exagération qui donne aux conservateurs des éléments et des arguments pour faire un backlash qui va faire reculer les causes pour lesquelles les boomers se sont battus. Alors, c'est ça mon problème. Je pense qu'on va arrêter sur ce qui est ton problème, parce que c'était une envolée convaincante. Je ne peux que souhaiter que tu aies autant de lecteurs qui achètent le livre qu'il y a de gens dans la librairie, parce que ça signifierait qu'on a un best-seller.
Bravo. Et s'il y a des questions, j'imagine que tu vas rester aux alentours pour Ça se peut parler. que je signe des livres aussi. Ça se peut même que tu signes des livres. Est-ce que tu ferais ça maintenant? Ou À partir de maintenant. À partir de maintenant, écoute, il y a un line-up, c'est clair que je ne vous laisse qu'entre les mains d'un homme compétent pour les signatures et tout le reste. Jean-François, merci. Merci infiniment, Stéphane, d'avoir été là. Stéphane Bureau!